on a des marchands qui viennent nous voir, qui disent: «Oui, mais là, dans l'article du PLU tant, il est écrit, ça». Oui, mais il faut faire une lecture finalement globale en fait du PLU. Je dirais qu'il y a un peu 2 aspects, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect juridique auquel se mêle un aspect, presque psychologique. En travaillant ensemble, on arrive aussi à faire passer du coup des notes à l'architecte qui va avoir une conversation plus aisée avec l'ABF parce qu'ils parlent le même langage. Ça s'est vraiment développé, cette idée de co-construction presque justement, des projets avec la collectivité. Alors qu'en réalité, la collectivité, elle a adopté des règles d'urbanisme, elle est soumise elle-même à ces règles et si le projet est conforme, normalement elle doit délivrer l'autorisation. Quand on lance un projet immobilier, que ce soit une division, extension, détachement de terrain, on finit toujours par passer par la case mairie, PLU, et c'est là que ce ne sont pas que des règles techniques, il y a des jeux d'acteurs, du politique, du timing, parfois des blocages inattendus dans ces démarches. Alors comment éviter les mauvaises surprises? Comment anticiper les recours, sécuriser ses marges, savoir quand impliquer un avocat? Pour répondre à ces questions, j'ai invité Hélène Saunois et Axel Bertrand, avocats en urbanisme et fondateurs d'Asten Avocat, sur le podcast cette semaine. Leur particularité, c'est qu'ils travaillent à la fois pour les collectivités et pour les investisseurs. Résultat, ils ont une vision rare des deux côtés du guichet. Dans cet épisode, dans cette conversation, on parle des étapes à sécuriser dès le départ, des types d'autorisation à bien distinguer, du rôle des mairies, des voisins, des ABF, des outils pour se défendre comme les audits ou les recours contentieux. Ce que je retiens en particulier de la conversation, c'est qu'un projet peut être vraiment juridiquement parfait et pourtant échouer. Et parfois, sur une simple note juridique bien placée, peut tout débloquer. Tu vas l'entendre. C'est un épisode boussole qui va t'éviter bien des déconvenus. Si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à en parler autour de toi et à me rejoindre dans mes réflexions sur LinkedIn où je suis assez actif en ce moment. Ça me permettra aussi de te connaître. Allez, sur ce, on part à la découverte des demandes d'urbanisme pour ton projet avec Hélène et Axel. C'est parti. Hélène, Axel, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Merci de ton invitation. Merci beaucoup. Quoi de mieux qu'un vendredi après-midi pour parler urbanisme? Tous les jours, c'est très bien. On va parler urbanisme et les relations avec les mairies, les autorisations d'urbanisme, etc. Et beaucoup d'investisseurs qui nous écoutent, qui ont à un moment ou un autre dans leur parcours besoin de parler, de demander des autorisations pour leur projet. Donc c'est vraiment super pertinent comme sujet. Comment est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter individuellement et nous expliquer après aussi le pourquoi d'Asten Avocat, la mission et d'où vous êtes, comment vous en êtes arrivé là? Alors Axel Bertrand, je suis avocat associé donc du cabinet Asten Avocat. Asten Avocat est un cabinet de niche dédié au droit de l'urbanisme et de la construction. Et on intervient auprès de porteurs de projets immobiliers, notamment des marchands. Après, d'autres types de projets, de clients également. Hélène Saunois, donc avocate et associée du cabinet Asten Avocat. Donc on intervient en droit de l'urbanisme, mais également en droit de la construction. Alors pourquoi Asten Avocat? Déjà, je pense qu'il y avait la volonté commune d'entreprendre, de créer notre propre cabinet avec en mettant en avant ce que l'on considère aujourd'hui être gage de qualité, la réactivité, la même qualité sur chaque projet, le client au centre finalement de notre activité. Toute cette volonté vraiment de créer notre marque en quelque sorte pour pouvoir accompagner au mieux nos clients. Avec une expertise vraiment de niche, puisqu'on ne fait que du droit de l'urbanisme et de la construction. Ouais, vous êtes vraiment niché sur cet aspect-là, principalement parce que finalement, des cabinets d'avocats dans le domaine de l'immobilier de manière plus générale, il y en a quand même beaucoup. Vous avez vraiment choisi cette niche-là et d'ailleurs, petite question ouverte par rapport à ça, est-ce que il y a, on en viendra peut-être sur les perspectives ou autres, mais par rapport à à ce segment-là, les demandes d'urbanisme, est-ce que vous l'avez choisi aussi parce que vous pensez qu'il y a des perspectives particulières sur des évolutions juridiques éventuellement qui font qu'il y aurait peut-être beaucoup plus d'activités sur ce segment-là à venir? Alors on l'a déjà choisi parce qu'on aime ça quand même. Avec nos expériences dans des cabinets quand on était collaborateurs, ça nous plaisait. Et on s'est finalement encore plus mis sur ce segment avec nos expériences en fait. On a fait ce choix parce que ça nous plaisait. Mais aussi effectivement parce qu'on pense que c'est
un segment qui est porteur au sens où il y a un besoin d'accompagnement, peut-être lié à une complexité de plus en plus grande sur le plan juridique en urbanisme. Ouais, il pensait qu'il peut y avoir ça aussi qui entre en jeu. Ouais, moi je pense aussi. Et vous avez été collaborateur de cabinet aussi dans ce segment ou plus généraux d'un cabinet avant? Oui, tout à fait. On a tous les deux, je laisserai Axel en parler pour ce qui le concerne. En tout cas, pour ma part, oui, ça a été des cabinets de niche qui nous ont formés justement sur ce type de contentieux, de dossiers en urbanisme et en construction, puisque c'est complémentaire finalement. C'était des cabinets en droit public ou droit de la construction. Le premier cabinet où j'ai été collaboratrice, c'était vraiment droit de la construction, mais au sens très large du terme, c'est-à-dire que ça englobait également le droit de l'urbanisme, puisque le droit de l'urbanisme, il intervient tout au long finalement de la vie d'un ouvrage. Et puis le second cabinet, pareil, c'était plus orienté droit de l'urbanisme, préemption, expropriation. Donc, ça permet d'avoir de bons bagages avant de se lancer à notre tour. Et pour ma part, c'est finalement assez similaire parce que j'étais dans des cabinets de niche, vraiment, qui font du droit de l'urbanisme. En tout cas, il y avait un pôle, au moins, vraiment, urbanisme à 100%. Et donc, moi, j'étais collaborateur dans 2 cabinets, un à Paris et un en province, à Metz. Et les 2, moi, je ne faisais que de l'urbanisme. C'était des clients plutôt corporate, en fait, des entreprises, non? Ou des foncières, ou un petit peu de tout, quoi, finalement. Alors moi, il y avait quand même un petit peu de tout dans les 2. C'est vrai qu'on avait beaucoup quand même d'entreprises, voilà. Il y avait à cette époque encore beaucoup de promotions immobilières en plus, donc on avait quand même beaucoup ce créneau-là. Mais aussi des collectivités, des particuliers, des marchands. Mais peut-être moins les marchands. Je pense que ça se développe plus aujourd'hui, le besoin juridique pour les marchands. Okay. C'était pareil, des collectivités aussi, et des architectes, pas mal aussi. Mais oui, c'est vrai que marchand de biens, on n'en avait pas tant que ça à l'époque. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui se développe et c'est bien. Ouais, complètement. Ouais, c'était vraiment plutôt réservé à des grosses entités avant, ou plus obscures, mais pas aussi professionnalisées. Je pense que c'est ça, il y a un mouvement là-dessus qui amène ça. On en vient justement aux autorisations d'urbanisme pour savoir, en fait, saisir un peu le sujet du jour, de quoi on parle, quelles sont les autorisations classiques, en fait, d'urbanisme dont on a besoin, pour quel objet, et quel domaine d'application. Alors, on a 4 autorisations génériques, on va dire. Le permis de construire, la déclaration préalable, le permis d'aménager et le permis de démolir. Alors, le permis de démolir, comme son nom l'indique, est requis pour les travaux de démolition, soit une démolition totale, soit partielle, soit un secteur dans lequel la commune a institué le permis de démolir, soit dans des zones protégées. Parce que sinon, la démolition en tant que telle d'une construction n'est pas directement soumise à autorisation. Ensuite, on a le permis d'aménager qui va être requis pour les lotissements qui sont soit dans des secteurs protégés, soit avec des espaces communs. On a aussi le permis d'aménager pour certains aménagements, type golf, des exhaussements de sol importants, voilà. Et après, pour les constructions, les travaux vraiment sur des constructions, alors soit constructions nouvelles, soit sur des constructions existantes, là, c'est soit du permis de construire, soit de la déclaration préalable. Et la différence, c'est l'importance, on va dire, des travaux. C'est-à-dire un seuil, une question de seuil, avec un seuil de 20 mètres carrés. Au-delà, on va être sur du permis de construire, et en dessous, on est sur de la déclaration préalable. En zone urbaine de PLU, c'est 40 mètres carrés. Ok, donc ça c'est vraiment l'essentiel finalement de ce dont on a besoin de demander auprès de la mairie. Et quand on a un projet, en fait, c'est un de ces 4 forcément qu'on va toucher, quoi. Oui, ce sont les 4 autorisations. Après, il y a le certificat d'urbanisme, j'imagine qu'on en reparlera, mais c'est pas une autorisation en tant que telle. Ça ouvre pas de droit à construire ou à démolir ou à aménager. Voilà. Donc on est forcément dans ce champ-là. Et pour le lotissement, donc les divisions en vue de construire, on est soit sur du permis d'aménager, soit sur de la déclaration préalable, en fonction de la question de savoir si on a des espaces communs ou pas, et si on est dans un espace protégé ou pas, par exemple un site patrimonial remarquable. Et il y a aussi des changements de destination, j'en ai pas parlé.
Là, la distinction, c'est que le changement de destination, en principe, c'est une DP. Mais parfois, c'est du permis de construire quand on a un changement de destination ou de sous-destination, d'ailleurs, qui est lié à des travaux sur la structure ou sur les façades. Dans ces cas-là, c'est un permis de construire. Ok, mais dans tous les cas, c'est une DP pour un changement de destination. Il faut au moins une DP. Ouais. Ok, déclaration préalable pour l'essentiel des choses. Est-ce que dans ces éléments-là, il y a une majorité de choses qui sont... où est-ce qu'il y a les incompréhensions peut-être les plus importantes dans justement la nature de ces deux autorisations, quelles sont peut-être les choses pour lesquelles les gens ont le plus de mauvaises idées ou pas forcément au clair sur ce que réalise ou quelle est l'intention de ces autorisations? Ouais, c'est vrai qu'on a souvent quand même des questions justement sur quelle autorisation est requise. Est-ce que c'est soumis à autorisation aussi? Donc là, il peut y avoir vraiment des questions sur déjà la qualification des travaux. Est-ce qu'on est par exemple sur une construction nouvelle ou une construction existante? En fonction de l'ampleur des travaux, ça peut être un sujet qu'on a assez fréquemment quand même. Et ensuite, sur les questions de seuil, on en a pas mal justement. Pour les marchands, souvent, c'est quand même plutôt sur de l'existant. Donc on va avoir souvent des questions de est-ce que là, je crée de la surface de plancher, par exemple? S'il y a, par exemple, des travaux d'aménagement d'une pièce qui n'était pas utilisée pour de l'habitation, par exemple, est-ce que là, je vais créer de la surface de plancher? Donc, est-ce que c'est soumis à autorisation? Si oui, quelle autorisation? Est-ce que c'est l'ADP, le permis de construire? Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup. Oui, en fait, finalement, c'est sur, là, encore une fois, l'interprétation de dans quel cas de figure on se situe par rapport à l'autorisation et à ces critères, aux critères qu'il faut qui doivent être remplis pour pouvoir demander ces autorisations. Le CU, donc certificat d'urbanisme opérationnel, tu mentionnais, quel est son rôle et quelles sont sa finalité, peut-être ses limites aussi? Alors, le certificat d'urbanisme, déjà, c'est un outil qui est quand même assez formidable, donc on ne peut que le conseiller. Voilà, on le conseille à tous nos clients, donc vraiment demander des CU. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'effet d'un CU, c'est de figer les règles d'urbanisme pendant 18 mois, à compter de la délivrance, la date de délivrance du CU. Donc ça permet d'avoir une sécurité juridique quand même pendant 18 mois pour toute demande d'autorisation d'urbanisme qui serait déposée dans ce délai. Et d'ailleurs, le Conseil d'État a, on va dire, vraiment donné un plein effet au CU parce que il suffit de déposer une demande même incomplète pendant ce délai de 18 mois. Donc admettons un CERFA par exemple, juste si on n'a pas fini de monter le projet, je sais pas, enfin voilà. Et ça permet de bénéficier du CU. Il n'y a même pas besoin de déposer une demande complète, par exemple de permis de construire, dans ce délai de 18 mois. Et encore plus, et là c'est tout récent, c'est une évolution en jurisprudence qui date de juin, il est même possible de panacher en réalité les règles d'urbanisme, et ça c'est vraiment super, c'est vraiment quelque chose qui est assez formidable pour les porteurs de projets, y compris donc pour les marchands, c'est que en fait, comme l'effet du CU c'est de pouvoir bénéficier des règles d'urbanisme qui sont en vigueur à la date du CU, donc de se prémunir d'un éventuel changement ultérieur, si le PLU évolue de manière défavorable, le principe, c'est qu'on va appliquer quand même ces règles qui sont en vigueur à la date du CU. Donc les anciennes règles, si jamais les règles du PLU ont évolué. Et en fait, on peut quand même demander à ce que les règles qui sont normalement en vigueur, si on a eu une évolution, s'appliquent au projet. Donc dans l'hypothèse où on a eu une évolution des règles d'urbanisme et que ces règles finalement sont plus favorables, on peut tout à fait les faire appliquer pour le projet. Et on peut même panacher entre des règles qui sont normalement en vigueur avec le PLU actuel et les anciennes règles qui ont été figées par l'effet du CU, à condition qu'elles ne se contredisent pas. Voilà, il faut que tout ça fonctionne sur le plan juridique. Mais on peut tout à fait prendre certaines règles figées et certaines règles qui sont désormais en vigueur si elles sont plus favorables.
Mais quand tu dis on peut prendre, c'est au libre arbitre du porteur de projet qui va dire bah ça par exemple, je prends un exemple tout simple et qui sera peut-être un peu gros, mais voilà pour qu'on comprenne. On passe par exemple d'une place de parking de stationnement pour chaque habitation dans un PLU classique à 2 qui sont demandés sur le nouveau PLU. Si on met un CU en place tout de suite, on a bénéficié de cette place de parking qui est plus avantageuse parce qu'on a besoin de moins de place pour porter le projet. Au milieu, arrive le changement de PLU et 2 places sont maintenant requises. Est-ce que moi, porteur projet, je peux dire, je m'applique au PLU ancien puisque j'ai déposé le CU avant que le PLU soit en vigueur, nouveau PLU, et donc ça sera une place de parking pour moi. Est-ce que c'est comme ça que qu'il faut l'entendre? Alors, c'est sur le plan pratique, c'est effectivement, c'est tout récent, c'est une jurisprudence vraiment là, il y a quelques semaines, et c'est sur le plan pratique que justement ça soulève des questions, parce que comment ça va se matérialiser, et pas tellement en fait pour le demandeur, parce que finalement, le marchand qui va vouloir bénéficier de telle ou telle règle, il a tout intérêt à le dire, je pense, si elle lui est plus favorable. Et dans ces cas-là, l'administration elle sera obligée de lui faire bénéficier des règles qui sont les plus favorables. Voilà. Donc c'est plutôt côté collectivité, service instructeur, où là, par contre, il y a des questions qui se posent, parce que si le demandeur ne dit rien et que la règle est devenue plus favorable, ouais, voilà. Ça sera, oui, c'est encore trop frais pour qu'on voit là, réellement. Ouais, ça pourrait être pris comme de l'opportunisme et que ça pourrait ne pas passer. Enfin, à surveiller, quoi. Mais ouais. En tout cas, sur le principe et dans la pratique, quand on est demandeur, si on veut bénéficier des nouvelles règles, bien qu'on ait un CU qui ait figé les règles, voilà, s'il y a une évolution qui est favorable, il ne faut pas hésiter à l'utiliser, à le demander. Voilà. Sachant qu'une évolution avec des règles moins restrictives, plus favorables, c'est quand même pas le commun des... Ouais. C'est pas le principe, effectivement. Mais comme on a maintenant des passages, voilà, je pense surtout à cette situation où peut-être la commune avait un PLU et on passe à un PLUI, il arrive quand même qu'on ait des règles plus favorables si le PLUI change un peu l'échelle. On va pas forcément retrouver la même logique qu'on avait au niveau de la commune. Alors ça dépend parce que des fois on les retrouve, mais voilà. PLUI, tu rappelles ce que c'est par rapport à une communauté de communes? C'est un PLU intercommunal, donc un ensemble de communes, effectivement. D'accord. D'accord, donc ça, le CU pour toi, c'est vraiment le truc à dégainer dans tous les cas. Il faut le demander parce que de toute manière, on peut le mettre de côté, il n'y a pas d'obligation. C'est une arme, on l'a, on peut l'utiliser. Si on veut pas l'utiliser, on peut très bien ne pas l'utiliser. Voilà, elle a un peu la logique en fait. Ouais, avec l'effet parapluie, effectivement, une fois que c'est lancé, tout ce qui est en dessous pendant 18 mois reste figé, et ça c'est quand même assez confort. J'entendais que ça pouvait un peu irriter les mairies, engorger les mairies pour par rapport aux allocations de ressources, tout simplement. En fait, on pense que c'est plus facile, on appelle la mairie, est-ce que je peux pas, on regarde pas le PLU, on essaie d'aller trop vite, les mairies commencent à se braquer, ont pas les ressources. C'est pas un vrai sujet pour toi par rapport au CU? Pas tellement, on l'a pas... Non, on le ressent pas comme ça. Sincèrement, non, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une difficulté de délivrer un CU, sauf si on est sur un CU... B pour un projet où il pourrait y avoir ensuite vraiment un sujet, voilà. Mais en tout cas, sur le moyen, j'ai pas l'impression, qu'il y ait tellement de difficultés. L'autre sujet lié au CU, c'est aussi son domaine d'application et notamment sur la transformation ensuite vers une DP qui et avec un alignement ou un désalignement parfois dans les résultats qu'il peut avoir. Typiquement, on a un CU qui a été accepté sans réserve par la mairie. Et ensuite, on peut avoir une DP sur le même objet qui peut être refusée, par exemple, puisque le CU n'est, comme tu le disais en préalable, c'est pas une autorisation d'urbanisme. Comment on joue ça, quoi? Complètement, c'est pas une autorisation, c'est vraiment... En réalité, c'est du renseignement. Le CU, on peut le simplifier comme ça, c'est donner des informations. Même sur un CU opérationnel, ça n'autorise pas du tout un projet. Donc effectivement, à partir du moment où les informations qui ont été données par la collectivité sont correctes, il n'y a pas d'erreur en tout cas, sur ensuite la demande d'autorisation, c'est un autre sujet, il faut que cette demande soit conforme aux règles d'urbanisme. C'est pas exactement la même chose. Le CU, il va juger quoi? Il va évaluer la capacité globale du projet à se réaliser quand même dans les normes du PLU quand même, non? Sur en tout cas la possibilité de mener un projet, mais
pas un projet précis, il n'y a pas de vérification des règles d'urbanisme en tant que telles. C'est est-ce qu'on peut faire un projet d'habitation, une maison, ou créer du logement dans cet immeuble, voilà. Ouais. Mais on va pas vérifier toutes les règles d'urbanisme. La collectivité fait pas ce travail-là. Elle donne, la collectivité donne des informations justement sur quelles règles sont applicables au projet. Voilà. Et c'est ça, en fait, l'intérêt du CU. C'est celui-ci. C'est vraiment d'avoir, à un moment, les informations qui sont figées. Et si jamais il y avait une erreur, par contre, un oubli, ou même vraiment quelque chose d'erroné dans les informations du CU, dans ces cas-là, il serait possible, éventuellement, d'aller chercher même la responsabilité de la commune si après, le projet, finalement, ne peut pas être fait du fait d'un CU incomplet ou erroné. Voilà. D'accord, ouais, ça nous donne une porte pour pouvoir, on va dire, challenger un DP, une DP qui n'est pas favorable. Après, c'est pas l'objet principal, hein, c'est vraiment la sécurité juridique avant tout. Voilà. Et sur la DP maintenant, comment on demande une DP et comment est-ce qu'on peut s'assurer peut-être d'avoir la meilleure chance de réussir, d'avoir un meilleur taux d'acceptation de notre DP en général dans la préparation même du dossier, quoi. Je ne sais pas si vous avez peut-être beaucoup des clients qui préparent peut-être mal les dossiers sur les DP ou qui ont une mauvaise idée de ce que le DP réalise ou sur la façon de le faire. Je pense que déjà, c'est une question de... faut bien connaître le territoire, déjà. Puis s'adapter aussi à la commune pour venir présenter le projet, quel qu'il soit finalement, venir discuter avec la mairie, si jamais on voit qu'il y a des réticences ou des difficultés d'interprétation, peut-être. Je pense que c'est bien au préalable de venir présenter son projet. Ensuite, si jamais il y avait une difficulté sur l'interprétation des dispositions du PLU, discuter d'abord, puis, en tout cas, nous, c'est quelque chose qui se développe beaucoup dans notre pratique. C'est ce qu'on appelle des notes internes. Ce sont des courriers qui sont rédigés pour nos clients, mais en réalité à l'attention des communes, des mairies, dans lesquelles on va venir expliciter une disposition en particulier au regard de la jurisprudence qui a pu déjà être rendue à ce sujet sur ce même PLU ou sur des PLU qui auraient une rédaction similaire. Et donc l'idée, c'est de montrer à la commune que l'interprétation qu'elle fait de ces dispositions ne sont pas forcément celles qui seraient exactes au regard du droit, de la jurisprudence qui s'appliquerait. M'arrête juste ici une petite seconde, juste pour te préciser, puisqu'on parle en ce moment des notes internes délivrées par les avocats, que ces documents sont produits aussi pour être destinés aussi à des financeurs, pas seulement aux collectivités, mais aux financeurs qui pourraient être besoin d'être rassurés, par exemple en cas de risque de non-conformité à une règle en particulier, risque de non-obtention d'une autorisation, risque de non-conformité au stade de l'exécution des travaux. C'est quelque chose dont on avait parlé avec Axel et Hélène en marge de la conversation. Je pensais intéressant pour toi que tu le saches. Donc c'est bon à savoir que ça sert pas seulement aux collectivités mais aussi aux financeurs. Si tu as besoin d'informations ou des questions, tu peux leur en parler directement. Allez, sur ce, on reprend notre conversation. Après, en plus, effectivement, sur la... Alors, en fait, je dirais qu'il y a un peu deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect juridique auquel se mêle un aspect presque psychologique dans les dossiers en urbanisme. Donc il y a vraiment sur le plan juridique s'assurer que le projet respecte vraiment les règles d'urbanisme, voilà. Il faut vraiment vérifier que tout le PLU est respecté, évidemment. Et d'autres règles, le cas échéant, plan de prévention des risques, par exemple. Et sur la complétude du dossier aussi. Donc ça, c'est vraiment ne pas... oublier de pièces, alors elles sont détaillées par le code de l'urbanisme. Des fois, il ne faut pas hésiter presque à en mettre un peu trop. Voilà. Pour présenter le projet, il vaut mieux passer un peu de temps, par exemple, sur la notice, pour qu'elle soit bien exhaustive, qu'elle présente vraiment tous les aspects. Je pense souvent à des choses qui sont
pas très bien détaillé. Par exemple, les questions de réseau. Souvent, il manque des choses. Pareil sur le plan masse, il faut qu'il y ait vraiment les raccordements au réseau. Les espaces verts aussi, maintenant c'est un vrai sujet. Le stationnement, très important. Voilà, et que ce soit vraiment précis aussi. Il faut vraiment que ce degré de précision permette à la collectivité de vérifier le respect ensuite de son PLU. Donc il ne faut pas hésiter à être exhaustif. Parce que l'idée avec ça, j'imagine, c'est de faciliter le travail de service urbanisme qui, comme dans tout, en fait, quand tu as un truc qui est plus facile à faire, ça passe au-dessus de la pile, c'est rapide et il y a plus tendance à dire oui qu'à dire mais je comprends pas. Enfin, un peu comme tout, comme un dossier de crédit à la banque, il faut que ça soit tout à fait précis, quoi. Ouais. C'est exactement ça. Je pense que la comparaison est pas mal. On pourra peut-être la reprendre parce que effectivement, c'est un peu l'idée d'arriver avec un dossier qui soit le plus parlant possible, le plus clair. Et d'éviter aussi les demandes de pièces complémentaires, même si il y a un risque d'y en avoir malgré tout, mais on évite une perte de temps pendant l'instruction si on a un dossier qui est très solide et complet. Et ça, nous, on le fait souvent pour les clients, de vérifier la complétude du dossier et le fond, le respect des règles d'urbanisme aussi. Ouais. Est-ce que, donc là, on est sur l'instruction même du DP, du permis de construire. Est-ce qu'en préalable, en fait, on a des manières de savoir qu'on va avoir plus ou moins une autorisation, que ça sera plus ou moins facile auprès de la mairie? Est-ce que, là, tu parlais du dossier même, mais est-ce qu'au préalable, dans l'étude du projet, on peut tout de suite se dire, bon là, c'est pas possible, parce que, et là, c'est un peu plus, c'est un peu de la frontière entre le juridique et le politique un peu, mais il y a des mairies pour lesquelles, en fait, typiquement, moi, en tant que marchand, on me dit, voilà, il y a déjà tel projet, le même que vous souhaitez exercer, qui a été refusé par le maire, mais c'est une décision un peu, politique, humaine. C'est toujours un peu difficile de savoir d'évaluer encore une fois. L'idée pour un opérateur, c'est vraiment de maximiser les chances et de savoir tôt, en fait, si c'est bancal ou si on va aller au bout, parce que le temps, c'est très précieux dans ce métier. Est-ce que vous avez des tips là-dessus? Oui, j'en vois deux. Tout d'abord, je pense que en amont, avant d'aller présenter donc ce projet en mairie, je pense qu'il y a vraiment tout l'aspect, si on sait qu'il peut y avoir des difficultés, c'est d'aller vérifier, comme disait Axel, la conformité du projet envisagé ou la faisabilité, en tout cas, dire moi j'envisage de faire tel type d'ouvrage ou tel type de travaux, et donc d'aller vérifier si c'est vraiment faisable et conforme au regard du PLU. Nous, c'est des choses qu'on fait assez souvent. On réalise des audits. Alors sur demande de nos clients, parfois ils arrivent en disant voilà mon projet, il n'est pas encore vraiment défini, je travaille dessus avec mon architecte, mais c'est pas encore figé. Juste, au regard du PLU applicable sur la commune, qu'est-ce que je peux faire? Donc ça, nous, on va venir encadrer en disant, on peut faire tant de surface de plancher, on peut faire telle hauteur, en respectant telle règle de retrait, etc. Donc déjà, on borne un petit peu pour lui montrer que quelque chose est faisable. Après, on n'est pas architecte, et c'est à l'architecte, en fonction de nos retours, qu'il travaille, finalement. Puis en général, on vient aussi rechecker à la fin. Une fois que le dossier est fait, on vient de checker pour vérifier que effectivement le projet tel qu'il sera déposé est tout à fait conforme aux règles d'urbanisme applicables. Donc ça prend la forme soit d'un audit vraiment très très global qui reprend vraiment tous les points du projet. Parfois, c'est sur un point en particulier. Donc ça peut être par exemple par rapport au stationnement, c'est quelque chose qu'on a très souvent. Donc ça, je pense que c'est le premier point, s'assurer que notre projet est faisable et que il a été checké et que sur le papier, il va pouvoir sortir, juridiquement en tout cas, le marchand pourrait obtenir l'autorisation. Et après, le deuxième point, comme disait Axel tout à l'heure, c'est vraiment un travail psychologique, c'est d'aller présenter, peut-être de faire un peu de la co-construction avec la mairie, dans le sens où je m'explique, c'est d'aller les voir, les rencontrer, voir avec eux quel type de projet pourrait être fait, de quoi est-ce qu'ils ont besoin, ce sur quoi ils sont complètement opposés, avoir une discussion et vraiment d'intégrer la collectivité dans le raisonnement et dans la construction du projet. Je pense que c'est ça, il ne faut pas hésiter à aller un peu tâter le terrain, avec peut-être un premier rendez-vous, évoquer au moins la nature du projet, pour voir si déjà ça rebute ou pas. Après,
tout est aussi question de niveau de risque en fonction de l'ampleur, par exemple, du coût, enfin voilà, de l'engagement dans le projet. On a des clients qui, des fois, veulent absolument y aller alors qu'ils ont connaissance d'un risque de refus politique, pas juridique. Et après, nous, on va être là pour faire en sorte que ça n'arrive pas, avec par exemple les notes internes que Hélène a évoquées. Et sinon, il y a toujours des outils sur le contentieux, mais c'est vrai que c'est pas forcément intéressant, parce qu'après, c'est une temporalité qui est pas... Qui est pas en la faveur des opérateurs. Mais c'est vrai qu'il faut pas... Je pense qu'il faut pas hésiter, en tout cas, à aller présenter vraiment quand même le projet, mais sans se laisser non plus trop embarquer par l'administration, parce qu'elle a tendance, évidemment, surtout, voilà, et encore une fois, il y a de la psychologie quand même derrière, et je pense que, mine de rien, quand on arrive, il faut quand même être ferme, c'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on est là pour présenter le projet, on a envie de faire bien les choses, mais sans pour autant se laisser marcher sur les pieds, et voilà, s'il y a une difficulté qui survient, montrer qu'on sera aussi ferme, parce que sinon, après, on a des demandes qui sortent de tous les côtés, des fois d'administration. Donc, Oui, parce que aussi, ça crée aussi un précédent. Si les opérateurs lâchent trop vite, la mairie prend confiance, les prochains qui arrivent derrière, pareil, et en fait, on finit avec une loi qui n'est pas respectée. Donc, complètement. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus, finalement. Je pense que ça n'existait pas autant que ça il y a peut-être 10 ans. Ça s'est vraiment développé, cette idée de co-construction, presque, justement, des projets avec la collectivité. Alors qu'en réalité, la collectivité, elle a adopté des règles d'urbanisme, elle est soumise elle-même à ces règles, et si le projet est conforme, normalement, elle doit délivrer l'autorisation, encore une fois. Mais effectivement, en pratique, il y a un décalage, et qui est probablement lié, au moins en partie, à cette pratique qui est d'aller toujours présenter, rechercher l'accord absolument, avec même des négociations sur des points du projet, voilà. On fait plus des partenariats public-privé, j'ai l'impression. C'est presque ça. C'est presque ça. Après, j'ai envie de dire, tant que ça n'impacte pas la rentabilité du projet. Ouais. Bon. Mais ouais. Pourquoi pas? Ça facilite l'instruction, mais qu'il n'y a pas de difficulté, pourquoi pas? Ça devient compliqué en revanche lorsqu'il y a de plus en plus de demandes de la commune et que, in fine, ils sont prêts à délivrer une autorisation d'urbanisme mais qui ne serait plus conforme à leur pays. Là, il y a pas même un très gros risque. Parce qu'on parle de précédents, etc. Mais en fait, la mairie peut très bien dire oui à un opérateur et non à un autre. Il n'y a aucune espèce de pression, à part il y a la pression juridique et autres de contentieux, mais ouais. Complètement. C'est ça qui est un peu... Il y a même des fois, effectivement, de collectivités qui disent oui, effectivement, à un opérateur qui est bien vu, et puis pas un autre pour un projet qui serait le même. J'avais noté même, parce que sur le projet dont je t'avais parlé, sur lequel je suis actuellement, j'ai l'impression même que l'ADP peut être un outil de communication auprès de la mairie, notamment sur ma problématique du moment où le directeur technique de l'urbanisme me propose lui-même en fait d'inclure dans la description du projet, puisque c'était un escalier extérieur qu'il voulait détruire, parce qu'il y avait une vue vis-à-vis d'un terrain à bâtir à côté, et l'idée, c'est de dire, dans l'ADP, construction de panneaux qui bloquent toute servitude de vue avec le voisin, et avec des mots très choisis qui le directeur technique lui-même me conseille de dire. Et ça, c'est purement de la com, parce que en fait, ça n'apporte pas rien à l'ADP. Mais comme la problématique, le sujet principal du maire, c'est la vue, alors qu'il y a peut-être d'autres problématiques, il s'en fiche, il veut la vue, on l'adresse avec de la com sur l'ADP. C'est surtout que c'est des règles de droit privé, donc l'autorisation d'urbanisme, elle est délivrée au regard des seules règles d'urbanisme. Normalement, les règles de droit privé, c'est un autre sujet. On peut avoir une autorisation d'urbanisme qui est 100% conforme aux règles d'urbanisme, et pour autant, le voisin subira peut-être un préjudice, mais il ne pourra pas contester la légalité si... l'autorisation d'urbanisme, évidemment, respectait parfaitement les règles d'urbanisme. Il ne pourrait pas contester la légalité même de cette autorisation. En revanche, il pourrait très bien subir un préjudice, donc par exemple un trouble de jouissance, perte d'intimité, enfin, que sais-je. À ce moment-là, ce ne serait pas le même juge. Il irait devant le juge judiciaire pour solliciter une indemnisation de ces préjudices. Et c'est complètement différent, c'est deux contentieux tout à fait différents. Ouais. Les préemptions de la mairie, comment on les anticipe? Quand on peut se dire qu'il y a un fort risque de préemption Alors, déjà,
bien vérifier qu'on est dans le périmètre du droit de préemption, voilà, première chose quand même, que le projet est bien concerné par la préemption également, en termes d'opération. On peut avoir des fois des opérations, même si un peu particulières, qui ne seraient pas concernées par le droit de préemption. Après, ça va être quelle est la pratique sur la commune? Est-ce que il y a une habitude de préempter? Plutôt dans quel secteur? On connaît les décisions de préemption quand même. Pourquoi faire? Est-ce que c'est un bien qui a intéressé, qui apparaît dans un projet, par exemple, déjà de la collectivité ou pas? Il y a des choses comme ça. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile quand même de savoir si vraiment il y a un risque de préemption, sauf dans des cas où la collectivité l'annonce dès le début parce qu'elle est intéressée par le bien, parce qu'elle a un projet qui est déjà monté, qui est peut-être paru même dans la presse sur l'immeuble en question, par exemple. Mais sinon, on a quand même pas mal de cas où en réalité la préemption, elle tombe au dernier moment sans que le client ne s'y attende. Et là, c'est vrai qu'il faut pas hésiter à bien vérifier si tout a été fait dans les clous. Parce que, pour le coup, c'est un peu différent des autorisations d'urbanisme où tout ce qui est contentieux pour les autorisations d'urbanisme, c'est une temporalité qui est quand même assez longue. Sauf vraiment, voilà, certains cas un peu particuliers avec le recours gracieux, peut-être qu'on en reparlera parce que c'est quand même très intéressant. Mais la préemption, quand on est acquéreur évincé, c'est très, très intéressant d'aller au contentieux, s'il y a de quoi aller au contentieux, mais ça, après, c'est à nous de le vérifier, parce qu'on peut agir très, très vite avec des recours en urgence qui permettent de faire échec à une préemption et donc de ne pas passer à côté d'une opération, concrètement. Et qu'est-ce qui te donne des munitions pour aller au combat sur le contentieux, sur un dossier comme ça? La mairie, elle est dans son droit de préempter, t'es dans le périmètre, qu'est-ce qui fait que... Alors, il y a plein de munitions. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. La première chose, ça va être la compétence, parce qu'en réalité, le droit de préemption, c'est un peu compliqué. Il y a une collectivité qui est compétente, qui souvent va confier à une autre collectivité, un opérateur, voilà. Il y a des chaînes même avec des subdélégations en interne dans la structure, voilà. Et tout ça fait que si à la fin, ces délégations n'ont pas été faites correctement, il peut y avoir une incompétence pour exercer le droit de préemption. C'est pas rare, hein, on le voit assez souvent. La motivation de la décision de préemption, parce que la collectivité ne peut préempter que pour faire un projet sans qu'il soit complètement détaillé et défini, mais il faut qu'il y ait un projet derrière. Elle peut pas préempter pour préempter, elle fait quand même échec à une transaction, à un vendeur qui avait rencontré un acquéreur, il a dit non, 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 c'est pour moi. Donc il faut quand même qu'elle puisse le justifier avec une motivation qui doit être suffisante. Et c'est souvent aussi là-dessus qu'il y a des difficultés. On peut avoir la procédure aussi de préemption avec notamment les délais. Le délai de préemption, c'est 2 mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner. Et souvent, les collectivités préemptent au dernier moment. Donc, si la décision est reçue après ce délai, c'est hors délai. En réalité, elle avait renoncé à préempter au bout des 2 mois. Donc, elle ne pouvait plus préempter. Voilà. Après, il peut y avoir plein d'autres sujets sur justement le projet qui doit être suffisamment argumenté et réel quand même. Voilà, il faut quand même qu'il y ait derrière cette décision de préemption de la matière pour justifier cette préemption. Ouais, donc c'est plus, encore une fois, c'est un outil aussi un peu politique, parce que je m'étais dit que il y a une manière peut-être de pouvoir évaluer ses chances, c'est de se dire, bah, est-ce qu'on regarde la localisation, elle est vraiment très proche, voilà, du centre-ville ou d'un quartier en renouveau, est-ce qu'on va regarder plutôt ça, ou regarder plutôt la nature du produit? Typiquement, un gros hangar, il faudra détruire, les coûts de construction sont trop élevés peut-être pour la municipalité, donc on peut se dire, voilà, il y aura quand même moins de chances que ça arrive, mais... Alors, ouais. Franchement, je pense pas qu'il y ait vraiment de réponse générique, parce que ça dépend vraiment, pour le coup, des politiques locales, quand même, alors, qui sont parfois à une certaine échelle, quand voilà, il y a une intercommunalité derrière, un établissement public foncier, mais sinon, ça dépend vraiment. C'est-à-dire que vous avez des collectivités qui vont quand même chercher à acquérir voilà, du bâti qui est en très mauvais état, qu'il faudra peut-être tout refaire dans le bâtiment avec des coûts très très élevés, tout simplement parce que des fois, ils savent pas trop ce qu'ils vont faire derrière, mais ils veulent maîtriser le foncier, peut-être ils se disent dans 20 ans on en fera quelque chose, ou alors ils veulent simplement s'opposer à la réalisation d'un projet justement, c'est aussi utilisé comme ça.
Et c'est justement souvent dans ces cas-là qu'on a une décision de préemption qui est un peu précipitée, mal ficelée. Et donc là, voilà, faut pas hésiter à agir. Parfois, ça se joue pas à grand-chose. Hein. Ça se joue à un jour près, ou ça se joue sur une motivation. Enfin, on voit très bien, c'est quelque chose de très générique. Ça se joue pas. On a déjà eu des clients qui sont venus, vraiment après le délai pour le contester, et ils nous disaient, mais ah bon, ça se conteste? Sûr, bien sûr. Ils disaient, et la mairie a présenté, c'est comme ça, je peux pas faire autrement. Non, justement, parfois ça se joue à pas grand-chose, et c'est même assez fréquent. Ça vaut le coup de soumettre à un avocat qui jette un coup d'œil et voir si on peut faire quelque chose ou pas, puisque c'est aussi à ça qu'on sert. Ouais. Et on a souvent des clients qui, ils nous soumettent, on pas trop de temps, on regarde, on leur dit, non, là, il y a rien à faire, ou là, oui, au contraire, il faut agir, et vite. Pas attendre que les délais passent et qu'on puisse rien faire derrière. On a mentionné par rapport à la mairie les autorisations d'urbanisme. Est-ce qu'avec les ABF, il y a des choses qui sont dans votre périmètre d'intervention aussi? Est-ce qu'il y a des blocages qui peuvent être aussi contournés? Comment on traite cet animal? C'est compliqué, les ABF. C'est compliqué. Malheureusement, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué en réalité parce qu'on n'a plus tellement accès aux ABF pour parler avec eux, sauf vraiment sur des projets d'une certaine taille, mais sinon, il n'y a plus tellement de contacts. Donc, c'est compliqué de intégrer leurs demandes sans avoir déjà présenté le projet, déposé la demande, obtenu l'avis de l'ABF. S'il n'y a pas de souci, tant mieux. Et s'il y a eu une difficulté, je pense qu'il faut à ce moment-là, par contre, réagir. Si la demande est entendable, modifier le projet pendant l'instruction en intégrant ce qu'exige l'ABF. Je pense que c'est souvent la meilleure solution pour éviter de perdre du temps quand c'est possible. Et si par contre il y a un gros sujet, là, il faut aller discuter avec la collectivité, voir comment on va pouvoir solutionner. Nous, on fait par exemple des accompagnements sur ce sujet avec des notes qui vont permettre de débloquer la situation. On rejoint un peu le sujet des notes internes finalement, mais qui là vont être ciblées sur la problématique de l'ABF. Et des rendez-vous aussi en mairie. Mais malheureusement, l'ABF souvent n'est pas là. Donc voilà. Parce que tu parles d'intercommunalité, c'est parce que c'est l'organe maître en fait de ces gens-là, de la structure ABF. Je suis pas trop au courant. C'est public. C'est l'État. Ouais. Ils relèvent de l'État. Mais c'est pour ça qu'on n'arrive pas tellement à les avoir. En plus, tout est dématérialisé maintenant. Donc, les envois se font sans qu'on ait tellement de regard. Et à la fin, le marchand, finalement, il a l'avis de l'ABF qui lui est transmis et on espère qu'il soit satisfaisant parce que sinon, effectivement, ça peut être plus compliqué. Après, il y a des moyens de recours aussi. Justement, quand on a un désaccord de l'ABF, il faut faire de toute manière un recours contre ce refus de l'ABF. C'est obligatoire d'ailleurs. Hein. Donc, il n'y a pas de... Ce qui peut être aussi pertinent, ça serait de passer par son propre architecte. En général, l'ABF communique plus facilement avec l'architecte. Et nous, d'ailleurs, au quotidien, on travaille en partenariat avec les architectes. C'est-à-dire que, autant parfois, c'est nos clients qui viennent à nous, autant parfois, c'est les architectes qui sont un peu prescripteurs, puisqu'ils vont nous mettre en relation avec leurs clients, justement parce qu'il y a une difficulté. Et donc, en travaillant ensemble, on arrive aussi à faire passer du coup des notes à l'architecte qui va avoir une conversation plus aisée avec l'ABF parce qu'ils parlent le même langage. Donc ça peut être aussi une solution si on voit que c'est compliqué de tenter cette voie. C'est quoi les recours en général dans tout ce dont on a parlé, les délais et les coûts peut-être de recours? Quand on a passé l'étape on essaie de concilier, mais le maire veut absolument pas entendre parler, on est complètement dans son droit néanmoins, avec un PLU qui est respecté, des procédures qui sont respectées. Hors forcément préhension, hein, je parle vraiment plus de DP, PC, choses comme ça. C'est quoi les étapes Je pense que déjà la première étape, lorsqu'on reçoit un refus, si je comprends bien la question, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Forcément, on va disposer d'un délai de recours de 2 mois pour faire dans un premier temps un recours gracieux.
Ce recours gracieux, en réalité, le délai de 2 mois, c'est le délai contentieux qui permet de saisir le tribunal administratif. On peut proroger ce délai par 2 mois supplémentaires en faisant justement pendant le premier délai de 2 mois un recours gracieux. Un recours gracieux, c'est on demande à la mairie de revenir sur sa décision et de retirer le refus. Parfois, ça fonctionne. Évidemment, nous, ça, on en fait, et parfois, ça fonctionne, ça suffit. Parfois, ça ne suffit pas, et auquel cas, une fois qu'on obtient la décision de la mairie à ce recours gracieux, donc soit on l'obtient explicitement, on reçoit un papier, soit on reçoit rien, et auquel cas, 2 mois après ce recours gracieux, on a une décision implicite de rejet. Donc à partir de ce délai, on a à nouveau 2 mois, cette fois-ci, pour attaquer ce refus, ainsi que le refus du recours gracieux devant le tribunal administratif. Donc là, on va faire des recours. Donc il y a quand même pas mal de temps. Ça peut être assez long. Ça laisse aussi la possibilité, du coup, d'engager des démarches, on va dire, on essaye de pas aller au contentieux. Mais à partir du moment où on le déclenche, dans tous les cas, on passe sur un autre type de relation avec la mairie et on peut pas revenir en arrière. Enfin, dire. À partir du moment où l'avocat intervient. C'est quand même, Mais moi, je pense que c'est le mieux en réalité, parce que justement, on voit beaucoup de cas de marchands qui, se disant, je veux pas passer par avocat parce que voilà, risque contentieux, parce que après ça génère des difficultés dans les relations avec la collectivité. Donc, ok, j'ai eu un refus. Je vais aller discuter avec la mairie parce qu'en réalité, ils sont pas complètement fermés. Je vais modifier un peu le projet. Des fois, ça marche. Mais le gros risque, et c'est ça vraiment que nous on voit dans la majorité des dossiers, c'est qu'en fait, ça marche toujours pas. Et sauf qu'après, c'est trop tard au sens où on a passé le délai de 2 mois, le délai de recours. Donc moi, je pense qu'il faut quand même faire ce recours gracieux, mais pas simplement envoyer un recours gracieux avec vraiment quelque chose de très très dur, voilà. En discutant quand même avec la mairie, sauf si on est déjà sur des relations qui sont vraiment catastrophiques. Dans ces cas-là, faut pas hésiter à y aller. Mais sinon, là, on a eu un cas auquel je pense justement il y a pas longtemps. C'était un marchand qui qui avait déposé un PC pour la rénovation et de la création de logements. Et on a fait un recours gracieux qui était très détaillé, très motivé. Le marchand en parallèle est allé en mairie, pas nous. Voilà, nous, on ne s'est pas montré au-delà du recours gracieux. C'était plus pour le marchand l'idée de dire « Attention, je suis accompagné par un avocat, j'ai fait un recours gracieux, je n'hésiterai pas à saisir le tribunal si besoin. » Mais lui s'est occupé d'aller en mairie et de rediscuter, etc. Et à la fin, il a eu son PC au bout de 2 mois. Et il n'y a même pas eu de contentieux, donc voilà. Je dis pas que ça marche à chaque fois, malheureusement. Des fois, le recours gracieux ne donne rien et on n'a pas d'autre choix que d'aller au contentieux ou alors en abandon du projet. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter quand même à faire un recours gracieux parce que voilà, on se prémunit de risques après de ne plus pouvoir rien faire. Et ça représente combien en termes de coûts pour l'opérateur? Vraiment à la louche, mais l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de concret pour les gens qui se disent est-ce que ça vaut le coup pour un projet de cette taille, de la marge que je vais dégager, etc. D'engager, et on peut aller jusqu'au plus long en termes de recours possible sur un dossier pour qu'on s'imagine voilà, quel genre de dépenses il faut provisionner pour ça. Alors, sur un recours gracieux, et un recours contentieux d'ailleurs aussi, tout dépend des motifs de refus. C'est-à-dire que s'il y a 10 motifs de refus, nous, on a un travail qui est plus conséquent, a priori, donc ça va être un peu plus coûteux. S'il y en a 1 ou 2, ça va être plus succinct. Sur un recours gracieux, en général, on est entre 1 000 et 2 000 euros. Donc, pour nos honoraires, c'est ce qui est le plus fréquent, je pense. Même plutôt d'ailleurs proche de 1 000, parce qu'en général, il n'y a pas 10 motifs. C'est rare quand même d'avoir 10 motifs de refus. Après, pour une procédure contentieuse, là, le recours, ça va être quand même plus. On est plus entre 2 et 3 000. Moyenne, je pense. Sans avoir fait juste la Juste la requête. Site d'instance, parce que si jamais il faut répliquer, etc., bon, encore même pas, c'est en fonction des mémoires, du mémoire adverse, hein. Mais oui, ça s'ajoute également, mais pas forcément dans tout non plus. Je sais pas, une enveloppe globale, mon recours. Peut-être dans les 5 000 euros, je pense, pour entre 5 et... Voilà, pour un dossier simple. 5 000, un dossier bien chargé, bien compliqué.
peut-être plus 7000, peut-être. On reste dans les 10 000, quoi, en gros. Ah oui. Parce que je me dis ça aussi, parce qu'on Oui. peut avoir des dossiers avec des très gros montants, Mm. des très fortes marges, mais aussi en face des gens qui sont aussi avec des avocats. Mm. Dans ces cas-là, ça peut quand même vouloir le coup, parce que si on parle de 10 000, c'est une paille. Je quoi, pense que sur ça un- vaut le coup. Ouais. Enfin, selon les projets, après, encore une fois, et de la marge que le marchand peut en tirer, Ouais. etc. Je pense que dans la majorité des cas, ça vaut le coup. Après, pour éviter de perdre du temps, évidemment, on est vraiment sur le créneau sécurité en amont, Oui. avec, on parlait des notes internes, des audits tout à l'heure. En réalité, en termes de coûts, on est à peu près dans ces niveaux-là, par rapport à l'enveloppe contentieuse qu'on évoquait là. Pour les audits, Sur les audits, on a une grille. qu'on a établi qui permet de... Voilà. On est dans ces eaux-là pour un audit classique d'un PC, par exemple, sur une commune. Donc nous, on vérifie le respect de toutes les règles d'urbanisme, la complétude du dossier aussi, et on est aux alentours de 6 000 €, je pense, en moyenne, pour les audits. Et l'idée, c'est quand même d'avoir à la fin un projet qui soit clean, vraiment, qui respecte toutes les règles. Et après, il n'y a plus que, entre guillemets, les aspects politiques et psychologiques. Donc, c'est intéressant parce qu'en plus, le marchand, l'opérateur quel qu'il soit, peut évidemment utiliser cet audit pour le produire comme la note interne auprès de la collectivité. Mais c'est un coût qui est un coût à prendre dans les fonds propres, parce que qui est pas lié au succès, on est d'accord. Hein, c'est en préalable de la demande, pas de garantie de résultat, mais évidemment forte chance, plus de chance en tout cas. Mais c'est juste quelque chose à provisionner en amont pour ça. D'accord, ok. Je voulais juste évoquer aussi des conditions, parce que là plus en amont, au moment où on fait une offre d'achat, on peut mettre une condition d'urbanisme, mais le condition d'urbanisme c'est assez vague. Et je me demande s'il n'y a pas un risque pour l'opérateur de mettre une condition qu'il pense peut-être précise. Or, il pense que la condition c'est pas réalisée, et du coup il peut sortir tranquillement. Mais si elle est mal rédigée, peut-être que non. Est-ce que vous avez vu ce genre de cas, peut-être, où typiquement il dit voilà, j'achète si l'urbanisme est ok pour je sais pas, ma DP, ou pour ouvrir un accès du jardin. Or, il a aussi fait une autre demande qui, elle, n'a pas été acceptée, mais elle fait pas partie dans son offre de la condition. Il peut se retrouver quand même à devoir acheter. Est-ce que c'est, en fait, finalement, dans la réalité, ça arrive pas, ce genre de choses, ou... Si, on a quand même des cas, ouais. Il faut effectivement des conditions qui soient les plus précises possibles, quand même, en réalité, sur alors tant le droit de préemption que l'obtention des autorisations requises. Alors, on peut pas mettre n'importe quoi non plus, parce qu'après, il faut pas... de toute manière, le vendeur n'accepterait pas. Mais il faut qu'elle soit précise, au sens où, à chaque fois qu'il y a un aléa, c'est-à-dire un événement qui ne dépend pas de votre seule volonté, et de l'obtention d'une autorisation ou du non-exercice du droit de préemption, par exemple, là, oui, ça doit apparaître quand même clairement dans la promesse. Et il ne faut pas se bloquer trop sur les délais. Ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même souvent. Bon, après, il y a des négociations avec le vendeur, mais autant que possible, essayer d'avoir un délai qui, quand même, soit satisfaisant pour ne pas se retrouver dans une situation où... après, il n'y a plus qu'à proroger la promesse, voilà, mais il faut quand même avoir Tu parles par rapport aux conditions de manière pour signer, c'est ça? Ouais. En gros, se donner par exemple 45 jours pour signer la promesse, au-delà duquel, du délai de réalisation des conditions. C'est-à-dire, si on met une condition d'obtention d'un PC, le délai d'instruction d'un PC, ça va être 3 mois en principe, mais en réalité, il faut quand même prévoir bien plus pour... envisager l'hypothèse d'une demande de pièces complémentaires, l'hypothèse peut-être même d'un refus, dans ce cas-là, avec recours gracieux, on peut peut-être déjà rajouter 2 mois, parce qu'il faut évidemment une autorisation qui soit définitive. Donc il faut quand même... Oui, donc la mettre quand même la plus large possible, en adéquation quand même, en contrebalancier, parce que le vendeur est prêt à accepter. Si on lui dit dans un an... Oui, non, un an, ça risque d'être quand même compliqué, mais... Il va pas accepter. Il faut que ce soit un délai aussi en raccord avec toutes les démarches qu'il faut faire, parce que Axel disait une condition suspensive, par exemple, sur l'obtention d'une autorisation d'urbanisme définitive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une autorisation d'urbanisme qui est purgée de tout recours et de tout retrait.
Donc c'est-à-dire que voilà, il faut que il n'y ait pas eu de recours donc dans ce fameux délai de 2 mois, et il ne faut pas non plus que la commune ait exercé son droit de retrait qui est de 3 mois, donc il peut retirer pendant 3 mois. Et pour s'en assurer, ça nécessite quand même de solliciter des attestations. Donc auprès du greffe du tribunal, c'est une attestation de non-recours, et également auprès de la mairie, c'est une attestation de non-retrait. Une fois qu'on a ces 2 attestations, donc il faut quand même avoir le temps de les solliciter et de les réunir, enfin de les avoir. Une fois qu'on a ces 2 attestations, on peut dire qu'on a une autorisation d'urbanisme définitive. C'est pas juste, bon, il n'y a pas eu de recours, c'est bon, c'est fini au bout de 2 mois. Non, il y a quand même des précautions à prendre, je pense, pour vraiment remplir cette condition suspensive. Et tout ça, ça rentre dans le descriptif de l'obtention d'une déclaration préalable purgée de tout recours. Si dans l'offre, on indique uniquement ça, on y est bon. Il faut mettre effectivement une autorisation définitive, purgée, on peut même l'écrire, hein, nous on le met dans les conditions, purgée de tout recours et de tout retrait. Voilà. Là, au moins, on est sûr que voilà, il n'y a pas de risque, c'est pas juste, il n'y a pas eu de recours des voisins. Non, parce que si dans le mois qui reste, la mairie décide de retirer, ce risque existe encore. Donc je pense que oui, pour sécuriser un maximum, c'est bien de préciser la clause à ce sujet. Et les délais, on est obligé de les mettre aussi, on peut juste mettre ça et ça suffit en fait. Les délais sur... justement, le délai maximal d'obtention de ces autorisations. Tu vois. On va pas mettre tellement le délai en tant que tel, mais on va mettre un délai qui va inclure le délai d'instruction et le délai d'obtention d'une autorisation définitive, purgée de tout recours, de tout retrait. Donc, entre le délai d'instruction qui est au moins de 3 mois, 3 mois, si on inclut le délai de retrait avec les 2 mois d'affichage qui sont dedans, ça fait déjà 6 mois. Donc si en plus il y a une demande de pièces complémentaires, voilà, une petite difficulté, ou d'ailleurs aussi des délais d'instruction qui sont plus importants en fonction par exemple du secteur. Je dis 3 mois pour le délai moyen, de base d'instruction d'une demande de PC, 1 mois pour une DP, mais après il y a plein de cas dans lesquels ce délai est rallongé. Donc voilà, il faut en fait intégrer tous ces délais-là qui, mis bout à bout, doivent permettre de calculer les délais à mettre dans la promesse. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées et qui sont importantes, que vous pensez importantes dans ce sujet, que vous voyez souvent auprès des clients, des choses qui sont récurrents ou de lourdes conséquences? On a souvent, ça va peut-être un peu recouper ce qu'on a dit, mais on a quand même assez souvent des cas de délais qui sont dépassés. Ça vraiment, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est très très fréquent. Des cas aussi de mauvaise interprétation du PLU, des règles d'urbanisme en général, parce que ça reste quand même très compliqué, c'est un droit qui est de plus en plus compliqué, et on arrive souvent à un moment où justement l'autorisation a déjà été déposée, on est pendant l'instruction, et là il y a une incompréhension entre le marchand, la commune, qui ont une interprétation différente d'une règle du PLU, souvent sur le stationnement, justement, on en parlait tout à l'heure, d'autres fois sur d'autres sujets. Et je pense que c'est bien de l'anticiper, de le faire le plus tôt possible, parce que sinon, voilà, il y a un risque de refus, mais en plus, ça retarde aussi le projet. Donc c'est quand même dommage. Mais dans les interprétations, d'ailleurs, on en avait parlé sur le cas que je l'avais présenté, Axel, sur l'interprétation de l'article 442.1 petite e du Code de l'urbanisme, qui pourrait préciser, et qui pour certains marchands est un peu l'aubaine, de dire si on a un bâti avec un grand terrain qu'on veut détacher, sur lequel il y a un autre bâti, même si c'est pas forcément habitable, mais qui n'est pas une ruine, l'article en lui-même semblait indiquer que on n'a pas besoin de DP, et tu semblais dire, toi, Axel, plutôt que finalement la DP est quand même plutôt... En fait, c'est un article, effectivement, qui exempte de DP les détachements de terrain lorsqu'on a une construction qui n'est pas destinée à être démolie et qui n'est pas une ruine, voilà. Sauf qu'on ne peut pas faire une lecture, effectivement, de cet article en soi, sans prendre en compte les autres dispositions du Code de l'urbanisme, et notamment celles sur la division, qui soumettent à autorisation, en l'occurrence à DP, les divisions en vue de construire. Donc à partir du moment où sur le lot détaché, on est pourtant dans le cas de cet article, on va détacher pour construire, nouvelle construction. Et effectivement, normalement, on est soumis à ADP, et voilà, cet article-là est à lire
avec l'autre article sur les divisions, la soumission à déclaration préalable. Et ça, c'est vrai que c'est un exemple assez typique. Et c'est intéressant d'ailleurs que tu mentionnes ça, parce que dans les PLU, c'est pareil, c'est la même logique. Très souvent, on a des marchands qui viennent nous voir, qui disent « Oui, mais là, dans l'article du PLU, tant, il est écrit ça. » Oui, mais il faut faire une lecture finalement globale en fait du PLU. Il faut aussi aller regarder évidemment précisément, mais on ne peut pas se servir juste d'un bout, d'une règle. Voilà. Il faut vraiment tout appréhender globalement, parce que sinon, ça n'a d'ailleurs pas forcément de sens à la fin. Ça donne quand même l'impression qu'il y a des articles qui, pris isolément en tout cas, se contredisent. Finalement. Oui. Ça arrive aussi. On a des cas, de fois, de PLU dans lesquels on a des contradictions, des articles même incompréhensibles, des cas où on ne comprend pas ce que ça veut dire, ça nous arrive aussi, c'est heureusement pas fréquent, mais on a des cas où même avec la jurisprudence, même avec notre travail d'interprétation, d'aller chercher, à la fin on a une conclusion qui n'est pas forcément satisfaisante. Heureusement, ça reste l'exception. Est-ce que, pour terminer, vous pourrez nous indiquer peut-être soit des ressources peut-être publiques qui seraient intéressantes en plus de ce dont on a parlé aujourd'hui, et puis des moyens de vous prendre en contact avec vous? Pour les ressources, on publie très régulièrement sur notre site internet de la veille. Donc j'invite des auditeurs à les consulter régulièrement parce qu'on est assez actifs. On a une newsletter. On a également une newsletter, c'est vrai. La newsletter, donc on peut s'y abonner à partir de nos adresses mail, mais également de notre site internet, un petit onglet prévu à cet effet. Comment nous contacter? Par mail. En cas d'urgence, on reste aussi joignable par téléphone. Et on a également un petit outil qui est sur notre page internet de prise de rendez-vous en ligne, ce qui permet d'avoir un rendez-vous avec l'un de nous deux pendant 15 minutes. C'est tout à fait gratuit. Ça permet de voir si il y a quelque chose à faire sur le dossier en question. Est-ce que ça vaut le coup ou pas, ou est-ce que vraiment, si le délai est dépassé, plus que dépassé, on va dire au marchand, non, là, clairement, ça ne fonctionne pas, vous n'avez plus rien à faire, ou autrement, on va dire, là, ça mérite une petite analyse parce que je pense qu'il y a un sujet et je pense qu'on peut vous accompagner en tout cas. Voilà, donc c'est 3 moyens. Téléphone si c'est une urgence, mail, c'est le moyen quand même le plus efficace parce qu'on consulte nos mails tous les jours, et la prise de rendez-vous en ligne. Et il ne faut pas hésiter, on est réactif autant qu'on le peut. En tout cas, on essaye de répondre si on le peut dans la journée, au plus tard le lendemain. Et puis on prévoit ces échanges le plus vite possible aussi, en fonction aussi de leur degré d'urgence, on s'adapte. Mais je pense qu'on est assez proche aussi des personnes quand même qui nous contactent. Donc il n'y a pas de frein à avoir en se disant « oui, mais ce sont des avocats, ça va me coûter peut-être cher, etc. » Parce que de toute manière, on sera transparent sur tant les coûts que les démarches, et s'il n'y a rien à faire, évidemment, on le dira dès le début. Donc voilà, pas hésiter. Non, on mettra tout ça dans les liens dans la description de l'épisode. Et ouais, j'en atteste franchement, pour avoir été aussi preneur de tes conseils. C'est toujours bien d'éclairer, de mettre un contexte, dire est-ce qu'il y a ou pas, où est-ce qu'on en est, est-ce que c'est possible ou pas. Après, on pourra aller dans le détail évidemment. Là, il faut une discussion plus avancée, mais un premier check comme ça, c'est vraiment utile. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Si tu apprécies notre conversation, je te recommande l'épisode 161 avec Laurence Delannoy sur les règles d'urbanisme, un épisode fondateur si tu t'intéresses à ces sujets. Bonne découverte.